Une fois que tu seras enterré, je viendrai te parler tous les jours, promit Costas en enfonçant sa pelle dans le sol. Il pesa sur la poignée et souleva une motte de terre, la jeta sur le tas qui montait à côté de lui. Tu ne te sentiras pas seul. J'aurais aimé pouvoir lui dire que la solitude est une invention humaine. Les arbres ne sont jamais esselés. Les humains croient savoir avec certitude où s'arrête leur être et où commence celui de l'autre. Avec leurs racines entremêlées et piégées sous terre, combinées aux champignons et aux bactéries, les arbres ne se nourrissent pas de telles illusions. Pour nous, tout est relié. N'empêche, cela m'a réjoui d'apprendre que Costas prévoyait de me rendre régulièrement visite. J'ai incliné mes branches vers lui en signe de reconnaissance. Il était si proche que je sentais le parfum de son eau de toilette, bois de santal, bergamote, ambre gris. J'avais mémorisé chaque détail de son beau visage. Front haut, lisse, nez proéminent, mince et très retroussé, yeux clairs ombrés par des cils qui se recourbaient en demi-lune, les ondulations fermes de sa chevelure, encore abondante, encore brune, malgré quelques touches d'argent çà et là, les tempes grisonnantes. Cette année, l'amour, à l'image de cet hiver inhabituel, s'était glissé en moi avec une intensité si graduelle et subtile que le temps que je m'avise de ce qui se produisait, il était déjà trop tard pour rester sur mes gardes. Je m'étais bêtement, vainement, entichée d'un homme qui n'aurait jamais pour moi la moindre pensée intime. Elle m'embarrassait, cette soudaine dépendance qui avait pris possession de moi, ce profond désir de ce que je ne pouvais avoir. Je me répétais que la vie n'était pas un arrangement commercial, un donnant-donnant chiffré, et que toute affection n'était pas forcément payée de retour, mais à la vérité, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui se passerait si jamais un jour Kostas Kazantzakis me rendait mon attachement, si un être humain tombait amoureux d'un arbre. Je sais ce que vous pensez. Comment pourrais-je, moi, un ficus carica commun, m'éprendre d'un homo sapiens? Je saisis, je ne suis pas une beauté. Au mieux, j'ai toujours été plutôt quelconque, je n'ai rien d'un sakura, l'éblouissant cerisier du Japon aux séduisantes fleurs roses qui poussent dans 4 directions, tout en paillettes et charme et arrogance. Je ne suis pas un érable à sucre, luisant de teintes étonnantes, rouge rubis, orange safran et jaune d'or, doté de feuilles au contour parfait, la parfaite séductrice. Et je ne suis certainement pas une glycine, cette femme fatale aux formes mauves exquises, ni le gardénia à fleurs persistantes au parfum enivrant et au verdoyant feuillage lustré, ou le bougainvillier à la splendeur pourpre qui grimpe et se répand sur les murs d'adobe cuits de soleil, ou l'arbre aux pochettes qui vous fait attendre si longtemps, puis vous offre ses bractées de fleurs ensorcelantes, si romantiques, qui frissonnent dans la brise comme des mouchoirs parfumés. Je n'ai aucun de leurs charmes, je l'admets. Si vous passiez devant moi dans la rue, vous ne m'accorderiez sans doute pas un regard, mais j'aimerais croire que je suis attrayant à ma manière par mon côté désarmant. Ce qui me fait défaut en beauté et en popularité, je le compense par le mystère et la force intérieure. Au cours de l'histoire, j'ai attiré dans mes frondaisons des troupes d'oiseaux, de chauves-souris, abeilles, papillons, fourmis, souris, singes, dinosaures, et aussi un certain couple un peu perdu qui errait sans but dans le jardin d'Éden, une expression figée dans les yeux. Ne vous y trompez pas, ce n'était pas une pomme. Il serait grand temps de rectifier ce grossier malentendu. Adam et Ève ont cédé aux attraits d'une figue. Le fruit de la tentation, du désir, de la passion, non une pomme croquante quelconque. Je ne cherche pas à rabaisser ma consoeur végétale, mais comment une malheureuse pomme pourrait-elle rivaliser avec une figue luxuriante, qui encore aujourd'hui, des millénaires après le péché originel, conserve le goût du paradis perdu? Sans vouloir manquer de respect aux croyants, ça ne tient pas debout de supposer que le premier homme et la première femme ont pu être tentés de pécher en mangeant une vieille pomme banale, et qu'en se retrouvant nus, frissonnants et mortifiés, malgré leur crainte que Dieu ne les attrape à tout moment, ils ont quand même fait un tour dans le jardin enchanté jusqu'à ce qu'ils tombent sur un figuier et décident de se draper dans ses feuilles. C'est une histoire intéressante,
Mais il y a quelque chose qui ne colle pas là-dedans, et je sais ce que c'est. Moi. Parce que c'était moi, depuis le début. L'arbre du bien et du mal, de la lumière et des ténèbres, de la vie et de la mort, de l'amour et des cœurs brisés. Adam et Ève ont partagé une figue tendre, mûre, délicieusement attirante, parfumée, en la fendant par le milieu, et tandis que le sucre de sa chair opulente leur fondait sur la langue, ils se sont mis à voir l'univers autour d'eux sous un jour complètement nouveau. Car c'est cela qui arrive à ceux qui atteignent le savoir et la sagesse. Ensuite, ils se sont couverts avec les feuilles de l'arbre sous lequel ils se tenaient. Quant à la pomme, je suis navrée, elle n'a joué aucun rôle. Examinez chaque religion et ses croyances, et vous me trouverez là, présent dans chaque récit de la création, témoin des manières des hommes et de leur guerre continuelle, mes combinaisons d'ADN prenant tellement de formes nouvelles qu'aujourd'hui je pousse sur pratiquement tous les continents du monde. Des amants et des admirateurs, j'en ai eu à foison. Certains sont devenus fous de moi, fous au point d'oublier tout le reste et de rester auprès de moi jusqu'à la fin de leur brève existence, comme mes petites guêpes, des figuiers. Pourtant, paraît-il, rien de tout cela ne m'autorise à aimer un être humain, ni espérer être aimé en retour. Ce n'est pas une chose très sensée, je l'avoue, de s'éprendre de quelqu'un qui n'est pas de votre espèce, quelqu'un qui va seulement vous compliquer la vie, perturber votre routine et bousculer votre stabilité et votre enracinement. Mais bon, celui qui s'attend à voir l'amour faire preuve de bon sens n'a peut-être jamais été amoureux. Bonjour à tous, on vient d'entendre un extrait du dernier livre de notre invitée aujourd'hui, la romancière écrivaine turque Elif Shafak, dont ce sont les beaux jours que nous partageons ensemble ce samedi. Un extrait de son dernier livre intitulé « L'île aux arbres disparus », paru chez Flammarion, son éditeur, traduit par Dominique Goy-Blanquet, qu'on entendra tout à l'heure. C'est un roman qui se déroule à Chypre, à l'époque de la partition de l'île, et qui nous raconte une histoire d'amour, une histoire d'un amour interdit sur cette île, entre un grec et entre deux personnes, grec et turc, Kostas et Daphné, qui vont être contraints à l'exil par la guerre. Alors ils ne partiront pas les mains vides, ils vont emmener avec eux une bouture du figuier, ce figuier qu'on entendait parler à l'instant et qui est le narrateur de ce nouveau roman, Étrangeté, dont on va reparler avec l'auteur. Mais point de vue narratif aussi important, qui permet de raconter beaucoup de choses. Elif Shafak, en quelques mots, c'est une écrivaine qui a surgi dans nos vies autour de 2007 en France avec la traduction de ce premier roman intitulé La bâtarde d'Istanbul, qui n'était pas son premier livre à elle, mais en tout cas le premier livre traduit d'ailleurs partout dans le monde et qui sera un très grand succès. Suivront entre autres Sophie mon amour, Crime d'honneur, 3 filles d'Ève ou encore 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange, son avant-dernier roman, donc, paru avant L'île aux arbres disparus, dont vous entendrez un deuxième extrait tout à l'heure, dans la voix de Constance Dolay, qui est comédienne et qui était là à l'instant, entourée, habillée, portée par la musique du multi-instrumentiste Christian Fromentin. Bonjour à vous, Elif Shafak. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on ressent à entendre ces mots, son texte, son livre lu dans une langue étrangère, en français? Est-ce que cette lecture vous dépossède, en fait? Le fait que ce soit plus dans votre langue, ça vous dépossède de votre texte? Ou est-ce que vous reconnaissez vos mots, le rythme que vous avez voulu donner à cette histoire aussi? Such a beautiful question. First of all, it's very nice to be here. For me, it's special. I think it feels very moving, to hear this reading. Also because when you're writing, it's a very lonely job, The task of a novelist is based on solitude. Walter Benjamin has this beautiful saying. He says, the novel is the loneliest of arts. In every other sphere, you do teamwork, but when you're a novelist, you have to retreat into solitude. And in your imagination, you construct a novel without knowing, is this going to mean anything to anyone? And then the novel is free. It has its own destiny. It has its own journey. So the very fact that it means something
to people from different parts of the world, that stories can travel beyond borders, is really very important to me. C'est une très belle question. Déjà, je suis très heureuse d'être ici et c'est très émouvant pour moi d'entendre ce texte lu par une actrice, avant tout parce que le fait d'écrire, c'est un travail qui est très solitaire. C'est Walter Benjamin qui a dit que le roman, c'est la forme d'art la plus solitaire qui existe. Et c'est vrai qu'il n'est pas du tout question de travail d'équipe, c'est vraiment un travail qui se fait dans la solitude. On construit les images qu'on a dans sa tête et au moment où on écrit le roman, on n'a aucune idée si ça va évoquer quelque chose pour d'autres gens et si ça signifiera quelque chose pour eux. Et ensuite, une fois que le roman est écrit, il est lâché dans le monde, il est libre de poursuivre son destin et son voyage. Et donc, pour moi, le simple fait de voir que ce livre veut dire quelque chose pour tout un tas de gens dans des pays différents, que ce livre voyage, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et on est content de vous avoir, Valentine, d'ailleurs, pour assurer la traduction aujourd'hui. Vous dites que l'écriture est un exercice solitaire, comme votre figuier, à l'instant, déclarait être un être solitaire et se sentir comme tel dans cet extrait qu'on a entendu. Mais pourtant, on vous imagine aussi, au moment de l'écriture, habiter tous ces personnages qui vont faire l'histoire de ce livre. Vous vous sentez vraiment seul ou vous laissez ces personnages exister autour de vous pendant l'écriture ? You know, what you said really resonates with me because I believe as human beings we all have multiplicity inside. We all contain multitudes. But the problem is the world we're living in doesn't allow us to be multiple. It puts us into boxes and it expects us to stay in those boxes once and for all. So for me, literature is freedom, you know, when you can bring out multiple voices, pluralism, and celebrate and try to understand from different points of view, have a cognitive flexibility. I cherish that kind of pluralism. Pour moi, c'est très évocateur cette question que vous me posez parce que je pense qu'en tant qu'humain, on contient une multitude de personnes, une multitude d'êtres, on contient des multitudes. Et au contraire, on vit dans un monde qui nous demande de faire taire cette multiplicité qu'on a en nous, qui nous demande de nous confiner dans des cases et de nous y tenir. Et donc pour moi, la littérature, c'est vraiment cette liberté de vivre, de faire vivre des voix multiples, de vraiment faire vivre ce pluralisme, de multiplier les points de vue. Et ça permet de développer une espèce de flexibilité cognitive qui pour moi est très précieuse. Et c'est encore un roman polyphonique que vous signez là, Elif Shafak, L'île aux arbres disparus, avec alors ce narrateur dont on va parler, le figuier, mais aussi Ada, qui fait résonner sa voix dans ce livre, voire son cri d'ailleurs. Mais attachons-nous juste à ce personnage qui est quand même central, ce figuier qu'on entendait à l'instant discuter et qui est ici le narrateur du livre. Vous le décrivez comme une plante immigrée qui transporte avec lui l'ombre d'une autre contrée. Quelle légitimité il a, selon vous, Elif Shafak, cet arbre mélancolique, pour nous raconter cette histoire? Et est-ce que nous, lecteurs, on peut lui faire confiance à ce figuier? You know, this might sound strange, but I feel very thankful to this tree because for a very long time I've been wanting to write about Cyprus, but I didn't know how. It's a very difficult story to tell. Because in Cyprus, the past is not a bygone affair. It's not over, you know, it's still breathing. And there are wounds, and the wounds are still bleeding. I think they're not healed yet. As you know, there's a frontier that separates Christians from Muslims and Greek Cypriots from Turkish Cypriots. So it's drawn along religious and ethnic lines. As a writer, how do you even approach such a complicated story without yourself falling into the trap of nationalism, without yourself repeating the cliches of tribalism? I couldn't find an angle until I found the voice of the fig tree. So the tree allowed me to take a different perspective and also to remember that Earth doesn't only belong to humans, it belongs to trees, it belongs to animals. You know, when we destroy each other in the name of nationalism, in the name of religious fundamentalism, we are not only destroying human lives, but also entire ecosystems.
très bizarrement, en fait, j'ai beaucoup de reconnaissance pour cet arbre, parce que depuis très longtemps, je voulais écrire sur Chypre, sur cet endroit, et je ne savais pas comment m'y prendre, parce que c'est un lieu qui est très particulier, un lieu dans lequel le passé n'est pas passé, dans lequel le passé est encore vivant, dans lequel il y a ces blessures qui continuent de saigner et qui continuent de persister. Il y a donc sur cette île une frontière entre les chrétiens et les musulmans, entre les Grecs et les Turcs, et donc il y a ces conflits d'ordre religieux, ethnique, et donc pour un écrivain, pour une écrivaine, c'est très compliqué d'écrire sur cette situation sans tomber dans le piège du nationalisme, sans reproduire les clichés et sans tomber dans ces divisions. Et donc, j'avais besoin de trouver un angle qui soit différent, et c'est ce que la voix de ce Figuier m'a apporté. Ça m'a apporté une perspective différente pour aborder cette situation. Et c'est aussi un moyen pour moi de nous rappeler que la terre, elle n'appartient pas seulement aux humains, mais elle appartient aussi aux arbres, elle appartient aux animaux. Et quand on se détruit les uns les autres au nom du nationalisme et au nom de ces conflits, on ne détruit pas seulement les humains, mais aussi des écosystèmes tout entiers. If I may add this, it also gave me a chance to think more closely about roots. You know, what does it mean to be uprooted, deracinated, and rerouted, try to find new roots. As an immigrant, I am interested in these questions, so they are important to me, roots, and to try to find new roots in life. Et aussi, l'intérêt de cet arbre pour moi, c'est que ça m'a permis de réfléchir à la question des racines. Qu'est-ce qui se passe quand on est déraciné? Qu'est-ce qui se passe quand on se réenracine ailleurs pour développer des nouvelles racines dans un nouveau lieu? Pour moi, qui suis une immigrante, c'est une question qui est très importante. Mais j'en reviens aussi à ce pacte que vous nouez avec le lecteur à travers ce narrateur, ce Figuier. Il nous met en garde dans le livre. Un narrateur n'est jamais entièrement objectif. Le romancier aussi n'est jamais entièrement objectif. Mais on a affaire ici à un narrateur, j'aurais envie de dire honnête. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, parce qu'il cherche le vrai. Il le dit, ce Figuier. La vérité est un rhizome, une tige souterraine avec des ramifications. Vous devez creuser loin pour l'atteindre, et quand vous l'avez déterrée, vous devez la traiter avec respect. Il n'est pas objectif, mais il est honnête, votre narrateur, dans cette quête de vrai, comme vous, la romancière. I really appreciate that, because I think truth is complicated, and you need to approach it with respect. You need to do your best to try to understand the pain, the sorrow, the melancholy, and there's a lot of that. But if I may tell this, I think the job of a writer is not only to chase stories. Of course we love stories, of course we love language, but I'm not only interested in stories. I am equally interested in silences. You know, the things we cannot talk about, the taboos, people who are silenced, stories that are forgotten, buried down deep. So it is those silences that I want to understand and honor to the best of my ability. Oui, la vérité, en effet, est quelque chose de très complexe, et c'est quelque chose qui, d'après moi, doit être abordé avec le plus grand respect. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire autant que possible, de faire de mon mieux pour comprendre la douleur, la tristesse, la mélancolie. Je pense que le travail de l'écrivain, ce n'est pas juste de trouver des bonnes histoires, même si j'adore les histoires, mais pour moi, c'est tout aussi important de m'intéresser au silence, aux choses qui sont tabous, aux personnes qui sont réduites au silence, aux histoires qui sont enterrées. Et donc, pour moi, c'est très important de chercher à comprendre et de chercher à rendre justice à ces silences. Voilà, vous avez dit même donner des voix au silence. À propos de voix, on va écouter celle de votre traductrice, et Dominique Gois-Blanquet, qui s'applique donc à vous traduire. Ce livre-là, vous l'avez écrit en anglais ou en turc, Elif Shafak? Parce que vous pouvez passer d'une écriture à l'autre, in English, en anglais. Alors on va écouter donc ces mots sur le rythme de votre langue aussi, sur la particularité de votre phrasé, la structure aussi de vos romans. Elle nous raconte. Je précise juste qu'elle a traduit vos 3 derniers livres chez Flammarion. Que peut-être il ne faut pas dire, c'est que je ne lis jamais le livre avant. J'ai besoin à la fois de la curiosité de ce qui va suivre. C'est ce qui me donne envie tous les matins de savoir ce qui se passe après. Et donc c'est ça mon incitation à
à traduire. Alors évidemment, je regarde quand même un petit peu avant les premières pages pour savoir si c'est un style qui me tente, un sujet. Mais très rapidement, je cesse de lire et je commence à traduire. Et ensuite, l'autre chose aussi importante, c'est l'oreille. Je dois retrouver en écoutant ce que je pense avoir entendu en lisant. C'est ça mon guide. Donc au fond, je n'ai pas de principe de traductologie. Je suis obligée à chaque fois, de toute façon, de trouver une méthode différente pour chaque auteur. En ce qui concerne Elif Shafak, ça a été surtout de déterminer le ton juste pour chacun des personnages. Je vais prendre un exemple. En français, quelqu'un qui s'exprime, dès la première phrase, va vous donner des indications sur son niveau de langue. Est-ce qu'il va employer ou non une double négation, par exemple, non, je ne veux pas, ou je ne veux pas, ou je veux pas. Donc immédiatement, on a situé un niveau et il faut être sûr qu'il corresponde bien au personnage. Alors comme je ne lis pas avant, je suis souvent obligée de réajuster en cours de route à mesure que j'entends mieux l'idiome de chaque personnage. Mais l'anglais ne donne pas les mêmes repères. Donc pendant un certain temps, il peut y avoir une ambiguïté sur le niveau de langue qu'emploie le personnage, plus ou moins familier, plus ou moins érudit, plus ou moins relâché, avec tous les registres, grossiers ou pas, vulgaires, etc. Donc au départ, c'est ça, surtout pour ces livres. Je pars un peu au début en aveugle. J'entends surtout une variété de couleurs, de sons, oui, et de saveurs. Ça, c'est très important dans ce qu'elle raconte, dans la façon dont elle fait vivre le pays dont elle parle. Là, c'est nouveau, c'est Chypre, ce sont deux cultures, deux pays, en fait, plus un troisième qui est l'Angleterre. Et ce sont 4 générations. Donc ça implique à chaque fois justement un ton différent. C'est précis, c'est très évocateur, c'est très imagé, mais la structure de ces phrases est relativement simple et classique, je dirais. Mais c'est en même temps très structuré. Je pense qu'il y a, par exemple, les symétries sont très importantes. Et ces symétries, on les retrouve à tous les niveaux de sa construction. Je pense par exemple dans des systèmes d'écho aussi. Cet univers qu'elle crée dans ce livre en particulier où tout se répond. La végétation, les humains, la politique, accessoirement, et le règne des oiseaux, des papillons. Enfin, tous ces étages de la construction de la création, plus exactement, ne fonctionnent pas forcément en harmonie, mais se font écho les uns les autres. Votre traductrice, notamment sur ce roman qui vient de paraître chez Flammarion, L'île aux arbres disparus, Elif Shafak, elle parle de la symétrie que vous mettez en scène dans votre écriture, entre le fond et la forme d'ailleurs pour autant. D'où vous vient ce besoin de créer des correspondances? May I also say, I mean, I have so much respect for her work. I think translators are really the heroes in literature, librarians, booksellers, and translators. Translators do not get enough recognition. They get very little payment. And their contribution is enormous. I know some books that are not as good in their original as in their translated form. Why? Because the translator has done wonders, you know. So really, it's very precious.
Je voulais dire d'abord, avant de répondre à votre question, que j'ai beaucoup de respect pour le travail de ma traductrice. Je trouve que vraiment les traducteurs, les libraires aussi, c'est vraiment des héros. Et je trouve que les traducteurs sont très peu reconnus et sont très mal payés et qu'ils apportent vraiment une contribution énorme. Moi, il y a même des livres que je connais qui sont meilleurs en traduction que dans la version originale parce que le traducteur a fait un travail tellement remarquable. With regards to the symmetry, I think what I am chasing is asking questions. You know, I don't think a writer's job is to try to find or give the answers. I don't like it when writers try to preach or teach something. You know, I don't know the answers myself, but I care about the questions. So you want to ask questions, including difficult questions about difficult issues, and open up conversations. That's something with regards to the subject. With regards to the style, I think I love language, whether it's Turkish or English. You know, I love words, and sometimes when you're an immigrant, as you can hear in my pronunciation, mispronunciation, I'm not a native speaker. So for me, English is an acquired language. And my connection with the English language is more cerebral. My connection with the Turkish language is more emotional. And I'm an emotional person. So sometimes writing in English balances me. All I'm trying to say is every language gives us something additional, a sense of freedom. But I realized over the years, if my writing has melancholy, sorrow, longing, I find these things easier to express in Turkish. But when it comes to humor, which I really love, humor is our oxygen. So humor, irony, and satire are much, much easier in English. Et pour en revenir à la question de la symétrie, donc moi ce qui m'intéresse dans ce que j'écris, c'est de poser des questions. Je pense que le travail de l'écrivain, ce n'est pas de donner des réponses. Je n'aime pas les livres où l'auteur va prêcher, va tenter de transmettre un enseignement. Moi ce qui m'intéresse, c'est de poser des questions parfois difficiles, sur des sujets parfois difficiles, mais en tout cas d'ouvrir des conversations. Donc ça, c'est en ce qui concerne le contenu, les sujets de mes livres. Et pour ce qui est du style, moi j'ai vraiment un très grand amour pour les langues, donc pour l'anglais et le turc, qui sont mes deux langues. Je suis immigrée en Angleterre, donc ce n'est pas ma langue maternelle, l'anglais. C'est une langue que j'ai acquise, et pour moi, c'est la langue qui est du côté du cérébral, de l'intellect, alors que le turc, pour moi, est une langue qui est plus du côté de l'émotion. Et chacune de ces langues m'apporte quelque chose de particulier, m'apporte une liberté que l'autre ne m'apporte pas. Et quand j'écris dans une tonalité plus mélancolique, je vais plutôt naturellement vers le turc. Et l'anglais, pour moi, c'est une langue qui véhicule l'humour, l'ironie, qui est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Qu'est-ce qui fait pour vous, Elif Shafak, un bon personnage de fiction? You know, I think I don't believe in heroes, like absolutely good, absolute evil. It's in between that's more interesting for authors. It's those moments when a timid person shows courage. It's those moments when a brave person does the opposite. You know, so we're all very complicated as human beings. I'm interested in those layered, multi-layered personalities. And the second thing that I'm very interested in is our journeys. I think we're all on a journey. We are much more liquid. You know, our main element is water, right? So we're actually constantly flowing, constantly becoming. I try not to lose sight of that. So when the story flows, the characters also change as the story goes along. And maybe the third thing I'm interested in is how diversity changes us. You know, I come from a country that has never appreciated diversity, never appreciated its cosmopolitan heritage. And I think in this life, if we're ever going to learn anything, we're going to learn it from people who are different than us. So differences are beautiful. Diversity is beautiful. It's not easy, but it has an amazing potential. So when characters from different backgrounds come together, how they change each other, that's also something that interests me.
Alors déjà, je ne crois pas dans les héros. Je ne crois pas dans les personnages qui sont absolument bons ou absolument mauvais. Je m'intéresse beaucoup plus à l'entre-deux. Je m'intéresse à ces moments où un personnage qui est très timide va faire preuve de courage, ou bien un moment où un personnage qui est très courageux va faire preuve de lâcheté. Et je m'intéresse aux personnalités qui sont faites de différentes couches, de différents étages. J'aime cette complexité. Le deuxième aspect dans mes personnages, c'est que j'aime les trajectoires, les voyages. Je pense que tout est fait de ces trajectoires, et je pense que nous-mêmes, en tant que personnes, on est très fluide par notre nature, qu'on est un peu comme de l'eau, les humains sont comme de l'eau. Et donc ça, c'est quelque chose que j'essaye toujours de garder à l'esprit, c'est-à-dire que l'histoire suit son cours, suit son flot, et les personnages changent au fil de ce flot. Et un troisième aspect qui m'intéresse dans les personnages, c'est la diversité, et la manière dont la diversité nous transforme. Le pays d'où je viens, c'est un pays qui apprécie pas beaucoup la diversité, qui n'aime pas beaucoup tout ce qui est cosmopolite. Et moi, je pense au contraire que quand on est exposé à des gens qui sont différents de nous, on apprend beaucoup. Et c'est une différence qui est très belle, qui n'est pas toujours facile à vivre, mais qui produit des choses très belles. Donc ça m'intéresse beaucoup de voir comment les personnages se transforment au contact les uns des autres. Vous avez repris une jolie métaphore qui raconte un peu votre processus d'écriture au poète persan Rumi, qui compare la vie à un compas, avec cette idée qu'il y a une des branches qui est statique, plantée toujours à un point fixe, et que l'autre branche du compas trace tout le temps un cercle autour. Vous dites que votre écriture, elle opère le même mouvement. Qu'est-ce que vous trouvez en cheminant justement dans ce mouvement-là? I think it's also related to the concept of identity. You know, how do we define identity? Who am I? And it comes back to multiplicity. I don't like to think of identity as a singular, monolithic, static thing, block. I want to think of it as water or ripples in water. So when I look at myself, of course I'm Turkish, and being Turkish is an important part of who I am. But also I feel attached to the Balkans. So put me next to a Greek author, a Bosnian author, a Bulgarian author. I have so much in common with them. I'm also Middle Eastern. Put me next to a Lebanese, Jordanian, Egyptian, Syrian author. I have so much in common with them. But I'm also European. The values that I believe in, that I uphold. Over the years, I became also a Londoner. I became a British citizen. And despite what politicians are telling us in the UK, because of this Brexit saga, they're telling us in the UK that if you're a citizen of the world, you're a citizen of nowhere. And I want to reject that statement. I want to call myself a citizen of the world. I want to call myself a citizen of humanity. So why can't we have multiple belongings, like circles expanding, like ripples in water? You can be local, you can be very attached to your ancestors' culture, to the place where you come from, but at the same time feel like you're a part of humanity. So that kind of local and international way of thinking is never encouraged in our world. That's what I understand from multiple belongings instead of a static identity. Oui, pour moi, cette image, elle est liée à la manière dont je conçois l'identité. Comment est-ce qu'on définit notre identité, ce qu'on est, qui on est. Et pour moi, l'identité, c'est tout le contraire d'un espèce de bloc unique et monolithique et statique. Pour moi, c'est quelque chose que je rapproche plus des cercles qui se forment sur l'eau, des rides qui se forment sur l'eau. Pour moi, je suis turque et c'est important pour moi, mais je me sens aussi connectée aux écrivains qui viennent des Balkans, par exemple, qui viennent de Grèce, de Bulgarie, de Bosnie et de cette région. Mais je me sens aussi liée au Moyen-Orient, aux auteurs libanais, égyptiens et de toute cette région. Je me sens proche des valeurs européennes aussi. Et comme je vis au Royaume-Uni, je me sens londonienne aussi, je me sens britannique. Et je suis complètement en désaccord avec ces politiciens britanniques en ce moment qui, avec la vague du Brexit, nous disent que quand on est un citoyen du monde, on est un citoyen de nulle part. Pour moi, au contraire, je rejette totalement cette idée. Je me sens comme une citoyenne du monde et de l'humanité.
Et donc, je pense que cette idée qu'on a des identités multiples qui sont comme des ronds dans l'eau qui s'éloignent au fur et à mesure, ça reflète bien l'idée que je suis à la fois attachée à mes racines, à mes ancêtres et à une identité locale, et à la fois je me sens comme faisant partie de l'humanité et de toute une identité internationale. Voilà, il y a toujours cette idée des croisements, hein, des cercles qui se rencontrent aussi. Et on peut le voir dans des combats ou dans une pensée que vous défendez aujourd'hui, qui vous intéresse, en tout cas qui vous fait réfléchir, et qui s'appelle ou qu'on qualifie d'écoféminisme. On va écouter les mots de la philosophe et enseignante ici à Marseille, Jeanne Burgargou-Tall. Elle est l'auteure d'Être écoféministe, et elle raconte comment justement cette philosophie est née du croisement de plusieurs pensées, casse en tout cas le système de la binarité. On l'écoute. L'écoféminisme, c'est à la fois un mouvement politique, un mouvement d'action, de transformation sociale et un mouvement de pensée qui est né dans les années 70 et qui cherche à relier écologie et féminisme. Et plus largement, ce qu'on n'entend pas dans le mot mais qui est important, c'est que ça cherche à relier toutes les formes de domination entre humains et aussi entre humains et non-humains, et à œuvrer à une transformation globale des rapports entre les espèces, entre les sexes, entre les genres, entre les classes sociales, entre les pays. Bref, un vaste mouvement utopiste qui a déjà 50 ans d'histoire. Souvent, on attribue l'invention du mot écoféminisme à une Française, Françoise d'Aubonne, qui était une des cofondatrices du MLF, et qui, en 1974, dans un livre qui s'appelle « Le féminisme ou la mort », dit clairement que si le féminisme veut être une force politique à la hauteur des grands défis de la fin du XXe siècle, il faut qu'il se positionne sur les questions écologistes. Et c'est ce qui l'a conduit à inventer ce mot écoféminisme et ensuite à théoriser toutes les raisons qu'on a de faire des liens entre ces deux mouvements. Mais dans d'autres pays, il y a des histoires différentes. En Inde, par exemple, l'une des plus célèbres écoféministes, c'est une indienne, Vandana Shiva. Là, ça s'est noué plutôt autour d'enjeux de déforestation. Donc selon les pays, en Amérique du Sud, ça va être beaucoup autour de questions d'extractivisme minier. À chaque fois, en fait, ce sont des enjeux environnementaux locaux dans lesquels les femmes vont s'impliquer, ce qui va les amener à prendre conscience d'elles-mêmes comme force politique et à théoriser les liens entre leurs propres conditions et la condition des milieux naturels dans lesquels elles vivent. Il me semble que c'est un mouvement qui n'analyse pas les problèmes uniquement en termes extérieurs ou en termes de nous contre eux. Mais qui au contraire est très lucide sur le fait que nous avons aussi à nous dépatriarcaliser intérieurement, nous désintoxiquer du capitalisme, de la croissance. Et donc il y a vraiment un courage dans l'idée qu'il ne suffit pas de lutter contre, ni même de lutter pour, mais qu'il y a une transformation à la fois individuelle, collective, sociale et très quotidienne à effectuer dans nos pratiques. La littérature, dans la création d'un autre imaginaire, elle me semble indéniablement très puissante. Peut-être même plus puissante que la philo, même si ça m'embête un peu de dire ça. Et dans l'œuvre d'Elif Shafak, il me semble en fait que justement il y a une sorte d'évolution que je trouve assez enthousiasmante depuis des positions féministes plus habituelles vers des positions teintées d'écoféminisme récemment. Avec une importance accordée aux arbres, aux animaux, au monde naturel. Quelque chose qui m'a frappée dans plusieurs textes que j'ai pu lire d'elle et qui est complètement en phase avec le cœur de l'écoféminisme, c'est le refus de penser les choses de façon binaire, le refus de penser les choses de façon dualiste. Donc homme, femme, nature, culture, Orient, Occident, ou voilà, toutes ces formes de ce que les écoféministes appellent des divisions colonisatrices. Et il y a un passage au début de 10 minutes et 38 secondes où elle dit que dans un commissariat, par terre, il y a les cellules mortes des policiers et des truands qui se mélangent et qui sont mangés par les mêmes petits insectes. Je trouve qu'à travers cette image des cellules mortes, c'est une très belle manière de refléter cette tonalité écoféministe de l'idée d'une réconciliation.
Voilà la philosophe écoféministe Jeanne Burgard-Goutal. J'ai l'impression de reconnaître le lieu où elle a été interrogée. L'occasion de remercier toutes les équipes du MUSEM et bien sûr celle d'Olé Beaujour de nous accueillir pour cet entretien aujourd'hui, et remercier tout particulièrement Nicolas Lafitte qui a bâti, non pas le musée, mais en tout cas cette rencontre, cet entretien avec vous, Elif Shafak, aujourd'hui. L'écoféminisme, ce sont deux combats qui vous tiennent à cœur. Celui aujourd'hui pour l'environnement, la nature, celui pour les femmes, que vous arrivez à rassembler dans une pensée commune. Vous pensez qu'on ira plus loin, comme ça? Thank you. I think we're living in a world that is deeply interconnected. And this is the irony, because at a time when we have major global challenges ahead of us, whether it's climate destruction, the possibility of another pandemic, cyber terrorism, everything shows that as humanity, we are interconnected. But populist demagogues are trying to, offer us more nationalism, more tribalism, more isolationism. You cannot solve global problems with the forces of nationalism. I think we need a new approach. And we cannot be single-issue people. If you care about the destruction of climate, you have to care about gender inequality. Every study shows that when you look at the people who have been displaced because of climate change, the majority of them are women and children. Women and children also are affected by lack of water. And also, wherever there's displacement, we see a rise in gender violence. And also we see a violence against LGBTQ+ minorities. So we see a rise in homophobia, we see a rise in transphobia. So how do we even, separate these issues? Now, if you care about gender inequality, in my opinion, we have to care about racial inequality. If you care about racial inequality, then you also have to care about class inequality, regional inequality, and so on. So they're all connected. For me, ecofeminism is someone who focuses on the connections rather than, treats them as separate issues, because that approach that belongs in the previous century. We have to act together and we have to connect the dots if we want to create meaningful change for a better world. Je pense qu'il y a quelque chose de très ironique dans le monde actuel, qui est qu'on s'aperçoit de plus en plus à quel point les problèmes majeurs auxquels nous sommes face actuellement, comme le changement climatique, comme les problèmes de pandémie, comme le cyberterrorisme, sont tous des problèmes à une échelle mondiale, une échelle globale, et qui nous font bien voir à quel point nos vies sont connectées les unes aux autres. Et dans le même temps, on voit émerger toujours plus de démagogues populistes qui prônent l'isolement, qui prônent le séparatisme et le nationalisme. Et c'est très clair que les problèmes d'échelle mondiale ne peuvent pas être résolus par le nationalisme. Et je pense que dans notre engagement, il est impossible de nous concentrer sur un seul problème pris séparément. Par exemple, dès qu'on prend en compte les problèmes de changement climatique, on s'aperçoit de l'impact que ça a sur les femmes. Quand on regarde les problèmes de population déplacée, on s'aperçoit qu'elles ont un impact plus fort sur les femmes et les enfants. De la même manière, le manque d'eau a un impact plus fort sur les femmes et les enfants. Les problèmes de déplacement de population, en général, sont corrélés à une augmentation de la violence conjugale, à une augmentation des violences contre les personnes LGBT. Donc c'est impossible de séparer, de traiter séparément toutes ces problématiques. Dès qu'on prend en compte, qu'on cherche à agir contre l'inégalité de genre, il faut prendre en compte l'inégalité raciale, il faut prendre en compte les différences de classe, les inégalités régionales, toutes ces choses-là sont connectées. Et donc l'écoféminisme, c'est une pensée qui se concentre sur ces connexions, sur ces liens, parce que c'est plus possible de traiter ces questions-là séparément. Ça, c'est une manière de penser qui était pour le siècle dernier, mais qui n'a plus de raison d'être. Et pour changer le monde, il faut vraiment agir ensemble et faire des ponts entre toutes ces différentes pensées. Voilà, et la condition des femmes est souvent un bon baromètre de l'état de nos sociétés. Ce que vous rappelez, Elif Shafak, les femmes sont souvent aussi les premières victimes des régimes autoritaires ou des fanatismes religieux. On le voit évidemment aujourd'hui en Afghanistan, on peut le voir en Turquie, chez vous, bien sûr. Mais si j'en reviens au roman, dans L'île aux arbres, vous dénoncez aussi
Ben ça, justement, hein, enfin, c'est votre figuier qui le fait, mais le fanatisme. Vous dites que c'est une maladie virale. Il avance en rampant, il scande le temps comme le balancier d'une pendule qui ne s'arrête jamais, s'empare de vous plus vite. Si vous faites partie d'une unité fermée, homogène, mieux vaut se tenir à distance de toutes les croyances et les certitudes collectives. Hein. C'est intéressant parce que vos romans sont aussi une manière de réfléchir à notre manière d'habiter le monde. Et il y a quelque chose dont vous vous méfiez visiblement tout particulièrement, c'est la tribu, c'est l'esprit tribal, la communauté. Pourquoi? I really appreciate this. And I also agree with what you said. I think when countries go backward, when democracy is lost, the first rights that will be taken away will be women's rights and also minority rights. So looking at how well the minorities are doing, that's how we measure democracy. I think I am very scared of certainties, absolutist certainties and the arrogance that comes with that. I like people who are a little bit confused. I like people who are a little bit, who can say, I don't know. When was the last time we ever said, I don't know? You can ask me anything. If I don't know the answer, I will Google it. And in the next 5 minutes, I will be able to tell you a few things, giving me the illusion that I know the subject, but I know nothing. So my point is, we live in an age in which we are bombarded by information, but we have very little knowledge and even less wisdom. So information, knowledge, and wisdom, they're not the same thing. And I think we need to focus less on information, but more on knowledge, and hopefully much more on wisdom. For knowledge, we need to slow down. You cannot rush knowledge. We need literary festivals like this, where we can have nuanced conversations. We need books. We need slow journalism. And hopefully for wisdom, we need to bring the mind and the heart together. Emotions matter, emotional intelligence matters, empathy matters. So these are the things I want to focus on, because otherwise, in itself, information is not making us any better. We are all suffering from information fatigue. We can't process this much information. Every day we just scroll down, we consume bits of information, but it doesn't really stay with us. So I think we should spend less time with information, but hopefully more time with knowledge and wisdom. Pendant que Valentine reprend son souffle, juste savoir si Constance Dolé et Christian Fromentin peuvent nous rejoindre pour la séquence suivante. Traduction. Je traduis, merci. Oui, je suis tout à fait d'accord que quand on voit des pays qui régressent, dès que des pays régressent dans leur situation politique, immédiatement les premiers droits qui vont être affectés, ce sera les droits des femmes et les droits des minorités. Donc c'est une très bonne mesure de l'état de la démocratie dans nos pays. Et pour répondre à la question, donc oui, j'ai peur des certitudes. C'est quelque chose, les certitudes, l'arrogance, c'est quelque chose qui me fait très peur. Et j'aime les gens qui sont un petit peu troublés, un peu confus, qui ne savent pas trop. Et en fait, quand on y pense, ça nous arrive plus jamais de dire je ne sais pas, parce que si on discute de quelque chose et qu'il y a quelque chose que je ne sais pas, immédiatement je vais prendre mon téléphone, j'irai sur Google et je trouverai des bouts d'informations qui me donneront l'illusion que je sais quelque chose. Mais je trouve qu'on est bombardé d'informations, mais que les informations, avoir des informations, ce n'est pas avoir de la connaissance et ce n'est pas avoir la sagesse. Et je pense qu'on aurait besoin d'avoir moins d'informations, mais plus de savoir, plus de temps pour réfléchir, pour passer du temps dans les festivals littéraires comme celui-ci, dans des livres, dans un journalisme qui regarde les temps longs. Et je pense qu'on aurait besoin de plus de sagesse qui nécessite de faire le lien entre la tête et le cœur et de puiser dans notre intelligence émotionnelle. Et donc dans le contexte où on a toujours plus d'informations et cette usure, cette fatigue qui nous vient de l'excès d'informations, c'est important de prendre le temps donc d'accéder à la connaissance et à la sagesse. En fait, voilà, oui, super. Non, l'île aux arbres disparus, pardon, est plutôt un conte écologique. On va écouter là tout de suite un extrait d'un autre livre-roman d'Elif Shafak, Soufi mon amour, qui est un voyage intérieur, je crois qu'on peut dire. Le livre est sorti il y a une dizaine d'années. Une auberge près de Samarcande.
Mars 1242. Brisés de solitude, tous endormis avec leurs rêves personnels, plus d'une douzaine de voyageurs épuisés étaient couchés à l'étage de l'auberge. J'enjambais des pieds nus et des mains pour gagner ma couche qui puait la sueur et les moisissures. Je m'allongeais dans le noir et je me remémorais les événements du jour pour réfléchir à tout signe divin dont j'avais pu être témoin, mais que je n'avais pas su reconnaître dans ma hâte et mon ignorance. Depuis mon enfance, j'ai des visions et j'entends des voix. Je parle à Dieu depuis toujours et il répond. Certaines fois, je monte au 7e ciel, aussi léger qu'un murmure, puis je descends dans les profondeurs de la terre, envahi d'odeurs d'humus, caché comme une pierre enterrée sous les chênes puissants et les doux noisetiers. De temps à autre, je perds l'appétit et je ne mange plus pendant des jours d'affilée. Rien de tout cela ne m'effraie. Mais au fil du temps, j'ai appris à ne pas en parler. Les humains ont tendance à décrier ce qu'ils ne comprennent pas. Je le sais d'expérience. La première personne qui se méprit sur mes visions fut mon père. Je devais avoir 10 ans quand j'ai commencé à voir quotidiennement mon ange gardien, et je fus assez naïf pour penser que tout le monde vivait le même phénomène. Un jour, alors que mon père m'apprenait comment fabriquer un coffre en cèdre pour que je devienne menuisier, comme lui, je lui parlais de mon ange gardien. « Tu as une imagination débridée, mon fils, » me dit sèchement mon père. « Et tu devrais garder ces élucubrations pour toi. On ne veut pas bouleverser les villageois une fois de plus. » Quelques jours plus tôt, les voisins s'étaient plaints à mes parents, m'accusant d'un comportement étrange qui effrayait leurs enfants. « Je ne comprends pas ton attitude, mon fils. Pourquoi ne peux-tu accepter de n'être en rien plus remarquable que tes parents ? Tous les enfants ressemblent à leur père et à leur mère. Toi aussi. » C'est alors que je compris que, même si j'aimais mes parents et aspirais à leur amour, ils étaient des étrangers pour moi. « Père, comparé à vos autres enfants, je suis sorti d'un œuf différent. Considérez-moi comme un caneton élevé par des poules. Je ne suis pas un oiseau domestique destiné à passer sa vie au poulailler. L'eau qui vous effraie me ranime, car contrairement à vous, je sais nager et je vais nager. L'océan est ma patrie. Si vous êtes avec moi, venez à l'océan, sinon cessez de vous mêler de mes affaires et retournez au poulailler. » Mon père arrondit les yeux, puis les étrécit, l'air distant et grave. « Si c'est ainsi que tu parles à ton père aujourd'hui, je me demande comment tu t'adresseras à tes ennemis quand tu grandiras. » Au grand désespoir de mes parents, mes visions ne disparurent pas en grandissant. Elles se firent plus intenses et plus réelles encore. Je savais que je rendais mes parents nerveux et je m'en voulais de les troubler ainsi, mais en vérité je ne savais pas comment mettre fin à ces visions. Et même si je l'avais su, je ne crois pas que je l'aurais fait. Je ne tardais pas à quitter la maison. Depuis, Tabriz est devenu un mot lisse et doux, si fin et délicat qu'il fond sur ma langue. 3 senteurs accompagnent mes souvenirs de ce lieu. Le boissier, le pin aux graines de pavot et l'odeur propre et crissante de la neige. Depuis, je suis un derviche errant qui ne dort jamais plus d'1 fois au même endroit, qui ne mange jamais 2 fois dans le même bol, qui voit chaque jour des visages différents. Quand j'ai faim, je gagne quelques pièces en interprétant des rêves. C'est dans ces conditions que j'ai fouillé l'Est et l'Ouest, de haut en bas, à la recherche de Dieu. Je pourchasse partout une vie qui vaut d'être vécue et un savoir qui vaut d'être connu. N'ayant de racines nulle part, je vais partout.
İşret edelim yalil şimdi demeyelim aman aman. İşret edelim yalil şimdi demeyelim. Bu kabri süray sagara söyler ne de. Bu kabri süray sagara söyler ne de. Günderir adir natenedir natenedir ne yaman aman. Günderir adir natenedir natenedir. Meclisde çalındı yine tambur, yerine yeller aman aman. Meclisde çalındı yine tambur, yerine yeller. Aşık evi çarelerin aman aman. Aşık evi çarelerin gayrı semai tutarak eyneye seheline. Gayrı semai tutarak eyneye seheline. Gündür acıyan natenedir natenedir ne aman aman. Cümder acıyan natenedir natenedir ne. Merci beaucoup à Christian Fromentin et à Constance Delay pour sa lecture. Et Liv Shafak, où est-ce qu'elle nous emmène cette musique? Oh, it's taking me to so many places, but to crossroads of so many cultures. You know, I think because the lands we're talking about, Anatolia, the Levant, the Middle East, the Balkans, they were always cross cultures, crossroads of so many cultures. So it makes me emotional to hear this. Thank you. Thank you. Mais cette musique, elle nous trompe aussi un tout petit peu, parce que du coup, on vous imagine... Pardon, c'est moi qui... C'est le problème avec l'anglais, c'est que parfois on... Eh oui. Alors, très rapidement, donc c'est une musique qui, pour moi, me ramène à la convergence, à un croisement, un carrefour de cultures très diverses. Et pour moi, toute cette région, l'Anatolie, le Levant, le Moyen-Orient, c'est vraiment une région qui est faite de carrefours de cultures très diverses. Et pour moi, c'est très émouvant d'entendre cela. Merci. Mais je disais que ça nous fourvoie un petit peu quand même tout ça, parce qu'on vous imagine, du coup, dans votre habit traditionnel, en train de manger des beureks et écouter de la musique turque. Tout ça en écrivant, alors que pas du tout. Il y a quand même, Elif Shafak, il faut le savoir, écrit en écoutant du hard metal, du heavy metal dans ses oreilles. Eh bien, d'où vous vient cette passion coupable? Comment vous arrivez à écrire avec une telle musique dans les oreilles? Yeah, I've since my early youth, I have been always a metal fan. Sometimes people find it strange that a middle-aged Turkish woman loves heavy metal, but I love it. I adore it. My children are very unhappy. They always tell me to, turn it down.
So I have to wear headphones. I can't listen without headphones. They don't allow me. But I love subgenres of heavy metal. So like metalcore, progressive, symphonic metal, industrial metal, a little bit of death metal, thrash metal, Scandinavian, Viking metal. I love it all. Oui, moi depuis que je suis toute jeune, en fait, je suis une grande fan de heavy metal, et il y a des gens qui trouvent ça étrange de la part d'une femme turque de mon âge. En particulier, mes enfants sont très mécontents de cette situation. Ils me demandent toujours de baisser le son, donc je suis obligée de mettre un casque. Mais oui, c'est une musique que j'adore. J'aime beaucoup tous les sous-genres qui existent, le metalcore, le metal progressif, symphonique, industriel, le death metal, le metal scandinave, viking. Okay. Just when I listen, I don't like silence. I can't concentrate in silence. So when I like a song, I can listen to the same song maybe 70 times, 80 times. So it's like a loop, you know? And inside that loop, I can focus better. That's how I write. De manière générale, je n'aime pas le silence et j'ai du mal à me concentrer dans le silence. Et donc, quand j'aime une chanson, je l'écoute en boucle 70 fois, 80 fois, et ça crée un état de concentration chez moi. J'ai pris des notes, comme ça on peut maintenant mettre ça dans ses écouteurs. Et désormais, je vous préparerai des grandes tables à base de heavy metal. Vous allez voir, ça va déménager à partir de lundi. Est-ce que Monsieur Hoffman pourrait nous rejoindre sur le plateau, s'il vous plaît? C'est votre éditeur. Peut-être, Elif Shafak, en un mot, avant qu'il parle de vous, nous présenter votre éditeur et la relation que vous avez tous les deux. May I introduce Patrice? Please. I would be more than happy to do that because it's such a honestly blessing for an author to work with the right editor. It's a big blessing, and I feel very blessed that Patrice and I've had so many years together. You encourage your authors. You both leave them free to choose, whatever subject is close to their hearts, but also you very gently encourage. For me, it's a very special bond. Je suis très heureuse de présenter mon éditeur Patrice. Pour moi, c'est vraiment une bénédiction pour un auteur de pouvoir travailler avec quelqu'un comme lui. Et c'est en général pouvoir travailler avec le bon éditeur, c'est vraiment un plaisir incroyable. Et je me sens vraiment très chanceuse. Ça fait beaucoup d'années que nous travaillons ensemble. Et il a cette façon à la fois de vous encourager, et de vous pousser, mais avec bienveillance, et de vous laisser en même temps libre de choisir le sujet qui vous intéresse et que vous souhaitez traiter. Donc pour moi, c'est vraiment une relation très particulière. Merci. Patrice Hoffman, directeur éditorial chez Flammarion, vous suivez, vous accompagnez et vous éditez Elif Shafak depuis L'architecte du sultan, 5 livres environ, ses premiers livres en France, dont La bâtarde d'Istanbul était traduit et publié chez Phébus. Qu'est-ce qui vous emporte dans l'œuvre d'Elif Shafak? Qu'est-ce qui fait que vous savez qu'elle a une manière de nous parler à la fois de la Turquie, de son pays, de cet univers d'où elle vient, mais avec des mots qui permettent de décloisonner aussi, et c'est ce à quoi elle aspire, une littérature qui décloisonne et qui peut voyager. Bien, je pense que vous l'avez entendu déjà depuis 1 heure ou plus. Elif cherche constamment à créer des liens. La figure du lien chez elle est permanente. Vous avez sans aucun doute noté que presque à chacune de vos questions, la réponse refusait toute forme de cloisonnement, et même que ce soit le courage ou la lâcheté, que ce soit politiquement, musicalement, narrativement, elle s'oppose toujours à ça parce qu'elle cherche indéfiniment le lien. C'est depuis le début, je pense. Le lien, elle le recherche culturellement. C'est quand même... Elif est française, elle est née à Strasbourg, et puis elle a vécu son enfance de petite fille en Turquie, et elle est devenue écrivaine là-bas, et elle a connu ce succès énorme. Et puis après toutes sortes d'événements, elle est devenue un écrivain britannique, et qui écrit en anglais aujourd'hui la plupart de ses textes. Donc déjà, il y a aussi l'obsession de créer du lien entre les générations. C'est sa grand-mère qui l'a élevée et qui lui a transmis tellement d'éléments essentiels de son être quand elle était enfant. Et il y a combien de figures de cette grand-mère dans ses romans?
Et combien de figures de femmes également. Et voilà, donc aujourd'hui, sur ce dernier roman dont vous avez parlé, elle veut même créer du lien entre les êtres humains et les autres, puisque c'est un arbre qui devient narrateur. Donc, à condition que vous aimiez être surpris, voire même un petit peu secoué, eh bien, Elif Shafak, c'est voilà, cette assurance-là et c'est ce bonheur total pour mettre en scène ce souhait permanent. Alors quand un écrivain ou une écrivaine est encore inconnu en France, souvent on va chercher des grands noms pour la parrainer. C'est Amin Malouf qui en avait eu le plaisir, la charge, la responsabilité au moment de la bataille d'Istanbul et qui avait préfacé ce roman. Il a eu cette phrase sur son écriture, sur ses livres, que je trouve assez intéressante. Ce n'est pas un hasard si la Turquie est aujourd'hui le terreau d'une grande littérature, écrivait-il. Celle-ci naît toujours des fractures, des blessures, des déséquilibres et des incertitudes. Elle naît de l'illégitimité sociale ou culturelle, du porte-à-faux et du malentendu. Là, quand on entend Elif Shafak, on la sent extrêmement sereine, extrêmement posée, presque tranquille. Or, elle serait, selon Amin Malouf, et est-ce que vous retrouvez ça dans ses livres et dans son écriture, habité par cette forme d'intranquillité dont parlait Pessoa? Vous ressentez ça? C'est aussi ça la force de son écriture? À chaque instant, et j'ai l'impression que ça s'est vraiment magnifiquement entendu dans les deux extraits que l'on a entendus, parce que j'ai beaucoup aimé ce que disait la traductrice. Il faut savoir, pour bien comprendre ce qu'elle disait, que cette traductrice est une des plus grandes spécialistes de Shakespeare en France. Elle a enseigné Shakespeare pendant 40 ans. Et quand elle parle de l'équilibre, presque des phrases, des livres comme des vers, ça veut vraiment dire quelque chose. Donc il y a ce souci permanent, mais il y a en effet, ce souci est assez obsessionnel, il faut le reconnaître chez Elif. Et encore une fois, le dernier exemple que vous avez donné pour la musique est quand même très amusant, parce que c'est la dernière personne qu'on imaginerait écouter du death metal en écrivant, surtout par exemple ce dernier roman et combien d'autres. Voilà. Donc oui, je crois que l'inquiétude, à mon avis, sourd à chaque phrase et à chaque nouveau livre. Il y a aussi cet élément de surprise permanent. Enfin, chaque nouveau livre, chaque fois qu'arrive un nouveau manuscrit dans sa première version, on est déjà tellement surpris du thème. Enfin voilà, celui-ci c'est un arbre, le précédent c'était une prostituée sauvagement assassinée à qui il restait 10 minutes et 38 secondes, et pour nous enseigner tellement de choses sur la vie, enfin, etc., etc. Donc il y a un souci et une rigueur. C'est pour ça que je pense qu'elles se sont très très bien trouvées avec Dominique Boisblanquet, qui est une traductrice extrêmement exigeante. Mais cela ne peut exister que dans cet équilibre que cherche en permanence Elif. Certes, elle cherche la sagesse, mais elle ne la trouve que dans une instabilité permanente, dans un questionnement permanent. Elif Shafak, vous voulez dire un mot là-dessus? Vous vous ressentez vous-même comme une force intranquille? I appreciate. I don't know how peaceful I am, to be honest. Also, when you write, you can bring out, so much of that complexity. As human beings, we're all very complex. I was intrigued by what you said and what Amin Malouf also underlined, and you referred to, coming from a place of ambiguities, clashes. It's of course difficult. In Turkey, I think being a writer is difficult. Being a novelist is very difficult because anything you say offends the authorities. Of course, political things offend, but also sexuality offends. If you question patriarchy, it offends. So it can be very easy to offend someone and to find yourself in trouble. Words are very heavy where I come from. But paradoxically, I think stories matter also. Words matter. And people share books. So for me, being a Turkish writer is a bit like being slapped on one cheek and being kissed on the other cheek. So you feel a little bit, fragmented because you're constantly in trouble from the authorities. But from the people, from readers, you do get incredibly heartwarming feedback. So you also experience the love. It's a very complex thing to be a novelist in Turkey, but I think to be a women novelist is even harder because there are all layers of sexism as well. So all I'm trying to say is writers need freedom of imagination. We need freedom of speech. This is our oxygen, otherwise we can't breathe. And when that freedom is limited, it's very difficult to write.
Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas une écrivaine très, très paisible. Et d'autant plus quand j'écris, je sors de moi beaucoup de complexité, C'est pour ça que je suis intéressée par ce qu'est dit Malouf sur toutes ces ambiguïtés, ces conflits qui sont à l'intérieur de moi, de par l'endroit d'où je viens. Et je pense que d'une manière générale, en Turquie, c'est difficile d'être écrivaine, puisque tout ce qu'on dit, tout ce qu'on écrit peut potentiellement offenser les autorités, si on parle de politique évidemment, mais si on parle de sexualité, si on parle du patriarcat, on est tout de suite dans une situation où on va offenser quelqu'un et s'attirer des ennuis. Donc les mots peuvent avoir un poids très lourd, un effet très lourd. Et en même temps, dans le même temps, paradoxalement, les mots sont très importants là-bas, les histoires sont très importantes, les gens sont très attachés aux livres et se les transmettent, les partagent. Donc ce rapport que j'ai avec mon pays, c'est comme l'impression d'être d'un côté giflé sur une joue et qu'on m'embrasse sur l'autre joue. C'est-à-dire on a toujours ce rapport fragmenté entre d'un côté les ennuis qu'on s'attire en écrivant et de l'autre côté l'amour que l'on reçoit de son lectorat. Donc ça crée quelque chose qui est très complexe quand on est écrivain. Quand on est une femme écrivaine, c'est d'autant plus complexe parce qu'il y a ce problème de sexisme qui est très pesant dans mon pays. Mais en tout cas, moi, ce qui est important, vraiment, je pense que pour un auteur, c'est d'avoir cette liberté d'imaginer, de pouvoir parler librement. C'est un oxygène dont nous avons besoin pour respirer. Il y a une exposition en ce moment au Mucem qui s'intitule Le Grand Mezzé et qui raconte aussi l'alimentation méditerranéenne, qui s'interroge sur comment préserver la singularité culinaire d'une région sans tomber dans un modèle globalisé. Et en même temps, voilà, le monde est ouvert aujourd'hui. C'est intéressant parce que vos livres sont peuplés, habités justement d'épices, de pâtisseries, de houmous, de ragoûts, de bonites, de café à la cardamone. On retrouve toutes ces saveurs-là aussi à l'intérieur de vos pages. Et on sait que vous êtes, en tout cas on vous imagine gourmande. On sait que la gastronomie prend une place importante dans la vie sociale. Elle permet de rassembler là où tant de sujets divisent, et vous l'avez évoqué. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tout à l'heure, votre traductrice, Dominique, disait qu'elle fonctionnait à l'oreille. Vous mettez souvent un autre sens en avant, qui est justement le goût. Vous parlez du goût des mots, vous parlez de la saveur des mots. C'est étrange. Comment vous pouvez nous raconter ça, cette relation presque physique que vous avez aux mots, sensoriels? I think it all goes back to my own childhood, because as Patrice referred to, I was born in France, but afterwards my parents got separated. So my father stayed in France longer, he got married again, he had another family, and my mother brought me to Turkey, to Ankara. And I was raised by two women, my mother and my grandmother, and they were completely different. I think from my mother I got my love for written culture, and from my grandmother, I got my love for oral culture. Sometimes oral culture is belittled by intellectuals, writers. I don't agree with that. You know, I think in that domain there's so much wisdom. And I noticed that for women like my grandmother, food is a language. This is how they communicate. These are women who have gone through so many hardships. They don't know how to talk about them. Instead, they feed you. Je pense que c'est quelque chose qui remonte à mon enfance. Comme l'a dit Patrice, je suis née en France. Mes parents ensuite se sont séparés. Mon père est resté en France, a eu une autre famille. Et ma mère m'a emmenée avec elle à Ankara, donc en Turquie, où j'ai été élevée donc à la fois par ma mère et par ma grand-mère. Et du côté de ma mère, donc j'ai hérité cet amour de la culture de l'écrit. Et du côté de ma grand-mère, j'ai hérité d'un amour de la culture orale. Qui est une culture qui peut être déconsidérée par les intellectuels, mais qui est pour moi quelque chose que je considère comme essentiel et qui est une source de sagesse. Et pour ma grand-mère, la nourriture, la cuisine, c'était un langage aussi. Et en fait, elle appartient à toute une culture féminine de femmes qui ont traversé parfois des épreuves très dures et pour qui maintenant, et qui ne parlent pas de ces choses, et pour qui la manière d'en parler, c'est de vous servir un repas. So I'm not interested only in food, but also the rituals around food, or food as a language, you know, food in order to express ourselves. In the Middle East, we have these baklava wars, right?
Syrians think they make the best baklava. The Lebanese are very confident that they make the best baklava. We Turks are actually very confident that our baklava is the best. And of course, the Greeks also believe their baklava is superb and superior to all others. But the beauty of it is nobody's baklava. And the reason why I'm mentioning this is because food travels. It can't be stopped by borders. So I'm very interested in those things that are resilient, that go beyond those borders that divide us into tribes. Food travels, stories travel, songs travel, art travels, love travels, sisterhood travels. So those are the things that I want to accentuate. Je m'intéresse donc à la nourriture elle-même, mais aussi aux rituels qui l'entourent et aux aliments comme langage qui nous permettent de nous exprimer. Je trouve ça très intéressant, par exemple, dans le Moyen-Orient, à travers tout le Moyen-Orient, il y a une espèce de guerre de la baklava. Donc les Syriens vont vous dire que c'est eux qui font les meilleurs baklava, les Libanais vont vous dire la même chose, les Turcs évidemment, les Grecs aussi pensent qu'ils font des très bons baklava. Et donc c'est très intéressant de voir que toute cette cuisine, elle voyage à travers le monde et elle n'est pas arrêtée par les frontières. Donc moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, cette résilience, ces choses qui sont résilientes et qui transcendent les frontières, qui se déplacent. La cuisine voyage à travers le monde, les histoires aussi, les œuvres d'art voyagent, l'amour voyage, toutes ces choses comme ça qui ne s'arrêtent pas, qui ne peuvent pas être circonscrites m'intéressent. Patrice Hoffman, il faudrait peut-être prévoir des bandeaux sur les livres. Attention, livres qui donnent faim. Hein, c'est ça, vous allez y penser pour les prochains ? La cuisine voyage, mais surtout Elif voyage. Et ce sera toujours impossible de l'enfermer d'un côté ou de l'autre de la mer, d'un côté ou de l'autre de l'identité, quoi. Ça se sent à chaque instant. Même, vous voyez, dans cet exemple-là, c'est très très clair. Et je crois que la tension dont vous parliez tout à l'heure, cette tension qui l'anime, c'est évident. J'aurais presque un autre mot pour ça, c'est la curiosité. Cette curiosité absolument insatiable, l'appétit de curiosité. Et c'est vrai qu'on en a souvent parlé. Il se trouve que j'ai deux autres auteurs britanniques dont nous avons souvent parlé, que j'ai eu aussi le bonheur de publier, Antonia Bayat et Doris Lessing. On a presque les mêmes conversations, c'est-à-dire absolument sur tout, et ça ne s'arrête pas. Voilà. Et cette curiosité fait que nous avons passé 1 heure à table avec des gens que Elif ne connaissait pas, et au bout d'1 heure, elle en sait plus sur tous ces gens-là que sans doute la plupart des gens les uns avec les autres, parce que j'ai vu à quel point elle leur posait des questions sans arrêt. Voilà. Et ça, c'est insatiable, et ça relève de l'appétit, oui, un appétit assez vorace. Vous êtes né en France, Elif Shafak, vous avez grandi dans plusieurs pays, des pays différents, vous avez attendu d'avoir plus de 20 ans avant de vous installer en Turquie. Dans le quartier où vous habitiez au début, il y avait plein de minorités, des minorités qui ont remplacé d'autres minorités. Aux Juifs et aux Arméniens ont succédé des minorités de genre, plutôt les homosexuels, des travestis, des trans. Et on sent à travers vos livres que c'est à cet âge-là, pour la première fois, que vraiment vous vous êtes frotté à la différence. On ne peut pas arrêter cet entretien sans avoir évoqué votre ville, Istanbul, qui est votre territoire imaginaire, parce que vous n'y retournez pas ou peu, ou en tout cas pas depuis longtemps en Turquie, mais Istanbul, ce pays aussi, la Turquie, continue d'habiter totalement votre littérature. Pour le journal Le 1 Hebdo, vous décriviez la ville d'Istanbul comme une amante difficile dont on peut tomber fou amoureux. Mais impossible de lui faire entièrement confiance, écriviez-vous. Même si vous vivez avec elle pendant des années, chaque jour sera différent du précédent. Vous ne pourrez ni la contrôler, ni la posséder. Cette drôle de ville d'Istanbul que vous décrivez aussi dans ce roman 10 minutes et 38 secondes, dans ce monde étrange, pour dire le titre en entier, vous comparez Istanbul à une poupée russe animée, une ville avec plusieurs vies les unes à l'intérieur des autres, une ville à l'âme féminine, la Vierge qui a survécu à 1000 maris. Voilà, pour reprendre l'expression des poètes ottomans. Elle est incroyable, cette ville, hein, dans tout ce qu'elle charrie, à la fois de séduction, de désir et de répulsion aussi, pour vous. It is an incredible city, and especially for creative-minded people, it's full of stories, but it's also full of silences. I think in Turkey we're a society of collective amnesia. Of course, we have a rich history, a very long history, but that doesn't mean we have a strong memory of the past. And I think it's quite the opposite. There's so much amnesia. So our relationship with the past is full of gaps, ruptures. And those gaps are usually filled in by ultranationalist or Islamist interpretations of the past that always talk about this big
glorious empire, right? Ottoman Empire. But I think the story of the empire changes depending on who is telling the story and who is not allowed to tell the story. So if you ask the story of the empire to women, you know, what was life like for women in the empire? The answer will change. For a concubine in the harem, for a woman, you know, who had no privilege. Or if you focus on the lives of a maybe Jewish miller or an Armenian silversmith or a Kurdish peasant, you know, what was life like for you? Then the answer changes. So all I'm trying to say is one version of history is dominated from, imposed from above. And if you question it, you can immediately be called a traitor or betrayer. Oui, Istanbul, c'est une ville qui est incroyable et qui est une ville, surtout pour les gens qui s'intéressent à la créativité, parce que c'est une ville qui est pleine d'histoire, qui est pleine de silence aussi. C'est une ville, malheureusement, qui comme la Turquie dans son ensemble, souffre d'une amnésie collective, puisque la Turquie est un pays qui a une histoire très riche, mais qui a une très mauvaise mémoire. Nous avons un rapport avec notre passé, avec notre histoire qui est rempli de trous, de ruptures. Et ces trous, en général, ce sont les ultranationalistes, les islamistes qui s'engouffrent dedans pour construire des récits sur la gloire, la grandeur et la gloire de l'Empire ottoman. Mais quand on parle de cette histoire, de l'histoire de cet empire, cette histoire, évidemment, elle varie selon la personne qui la raconte. Si on demande aux femmes, par exemple, à quoi ressemblait la vie sous l'Empire ottoman, selon qu'on s'adresse à une concubine dans un harem, à une femme qui n'a pas de privilèges, on aura toutes sortes d'histoires différentes. Si on s'adresse à un meunier juif ou si on s'adresse à un joaillier arménien ou à un paysan kurde, on aura toujours une version différente de l'histoire. Et malheureusement, on a une version de l'histoire qui nous est imposée, qui nous est imposée par en haut. Et si on la met en question, on se fait accuser de traîtrise, de trahir le pays. I'm interested in the underbelly of the city of Istanbul. You know, the stories that are not published in tourist guides, in guides for tourists, the other side of Istanbul. But when you write about these stories, you can get into trouble. I mean, when I was put on trial for writing The Bastard of Istanbul, it was very surreal because the words of fictional characters were taken out of the book and used as evidence in the courtroom. So you find yourself being put on trial with fictional characters. And that goes on for more than a year, and at the end, you're acquitted. You know, me and the fictional characters, we're all acquitted. The reason why I'm mentioning this is because it can become very surreal, and it's not easy to question official history, the official narrative. But literature always tries to do this because we're interested in untold stories. Moi, ce qui m'intéresse, ce que j'aime raconter, ce sont les dessous d'Istanbul. Ce n'est pas les histoires qui sont connues, qu'on retrouve, qui sont publiées dans les guides touristiques. C'est vraiment de voir l'autre côté de la ville. Et c'est quelque chose qui m'a attiré des ennuis. En particulier, je me suis retrouvée en procès pour la bâtarde d'Istanbul. Et c'était très, très surréaliste comme situation parce que je me retrouvais sur le banc des accusés et les preuves qu'on énonçait contre moi, c'était les paroles de mes personnages. Donc c'était comme si mes personnages et moi-même, on était sur le banc des accusés en train d'être jugés pour nos propos. Et au bout d'un an, donc ça a duré, au bout d'un an, on a été acquittés, donc moi-même et mes personnages, mais donc la situation était très, très surréaliste. Et c'est vraiment pour vous montrer que c'est très difficile de mettre en question l'histoire officielle dans ce pays, et alors que par définition, la littérature, elle cherche à aller vers ces histoires qu'on ne raconte pas. 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange est dédié aux femmes d'Istanbul, justement. L'île aux arbres disparus, votre nouveau roman qui paraît chez Flammarion, est dédié aux émigrants et aux exilés de tous les pays, aux déracinés, les réenracinés et les sans racines. Elif Shafak, on va s'offrir une dernière lecture, un dernier extrait. À qui auriez-vous envie de dédier cette lecture aujourd'hui? Vers qui votre cœur ou votre esprit se tourne tout particulièrement aujourd'hui?
I think I'd love to dedicate it to diversity. You know, here we are, and as far as I can see, it is a very mixed audience. It's a very diverse audience. The fact that we are here, you know, united around stories, words, it means a lot to me. So, because diversity became a negative word, multiculturalism became a negative word, and I want to honor these words. So, if I may, I would like to dedicate it to diversity. J'aimerais dédier cette lecture à la diversité. Nous sommes ici avec tout un mélange de gens. Nous sommes ici réunis autour des mots, autour des histoires. Et pour moi, c'est très important cette diversité. La diversité, le multiculturalisme, ça a pu être associé à des connotations négatives. Mais moi, c'est quelque chose à quoi je voudrais rendre hommage. Et donc, en dédiant cette lecture à la diversité. Et beaucoup de femmes aujourd'hui aussi dans le public, hein. On n'est pas totalement à parité, mais la diversité est tenue. Voilà donc pour cette nouvelle lecture dédiée à la diversité par notre invité Elif Shafak, Constance Dolé et Christian Fromentin. C'est à vous. Si les familles ressemblent à des arbres, comme ils disent, des structures arborescentes aux racines mêlées et aux branches individuelles adoptant des angles bizarres, les traumatismes familiaux ressemblent à de la résine épaisse, translucide, qui coule d'une entaille dans l'écorce. Il coule à travers les générations. Il suinte lentement. Un épanchement si mince qu'il est imperceptible glisse dans l'espace et le temps jusqu'à ce qu'il trouve une fente dans laquelle s'installer et coaguler. Le chemin suivi par un traumatisme transmis est arbitraire. On ne sait jamais qui va en hériter. Mais il atteindra quelqu'un. Parmi les enfants qui grandissent sous le même toit, certains en sont plus affectés que d'autres. Avez-vous déjà croisé une paire de frères qui ont eu à peu près les mêmes occasions de s'affirmer, et pourtant l'un des deux est plus mélancolique et solitaire? Ça arrive. Parfois le traumatisme saute une génération et redouble son emprise sur la suivante. On rencontre des petits-enfants qui endossent en silence les blessures et les souffrances de leurs grands-parents. Les îles divisées sont couvertes de résine, qui, même si elles forment une croûte sur les bords, restent liquides à l'intérieur, continuent à couler comme du sang. Je me suis toujours demandé si c'est cela qui rend les insulaires, comme les marins d'autrefois, étrangement vulnérables aux superstitions. Nous ne nous sommes pas remis du dernier orage, la fois où les cieux se sont abattus sur nous et où le monde a perdu toute sa couleur. Nous n'avons pas oublié les débris brûlés et enchevêtrés qui flottaient alentour, et nous transportons en nous la crainte primitive que le prochain orage ne soit pas très loin. C'est pourquoi, avec des amulettes et des herbes, des psalmodies et des sels, nous tentons d'apaiser les dieux ou les esprits errants, même s'ils sont affreusement capricieux. Les Chypriotes, hommes et femmes, jeunes et vieux, du nord et du sud, redoutent tous le mauvais œil qu'ils appellent Mati ou Nazar. Ils enfilent des perles de verre bleu sur leurs colliers et bracelets, en suspendent à l'entrée de leur maison, les collent sur le tableau de bord de leur voiture, les attachent au berceau de leur nouveau-né, les épinglent même en cachette à leurs sous-vêtements, et pas encore satisfaits, crachent en l'air pour convoquer toutes les protections qu'ils peuvent obtenir. Les Chypriotes crachent aussi quand ils voient un bébé en bonne santé ou un couple heureux, trouvent un meilleur emploi ou gagnent plus d'argent. Ils le font quand ils sont ravis, affolés ou stupéfaits. Sur notre île, les membres des deux communautés, persuadés que la destinée est versatile et qu'aucune joie ne peut durer, continuent à cracher dans la brise sans jamais penser qu'à ce moment précis, les gens de l'autre côté, la tribu d'en face, sont peut-être en train de faire pareil pour exactement la même raison. Rien ne rapproche autant les femmes de l'île qu'une grossesse. Sur cette affaire-là, il n'y a pas de frontières. J'ai toujours cru qu'elles forment une autre nation, les femmes enceintes de l'univers. Elles suivent les mêmes règles non écrites et la nuit, quand elles vont se coucher, des inquiétudes et des angoisses similaires tourbillonnent dans leur esprit. Au cours de ces 9 mois, jamais les Chypriotes grecs ni les Chypriotes turcs ne tendront un couteau à quelqu'un ou ne laisseront des ciseaux ouverts sur une table. Elles éviteront de regarder des animaux poilus. Et ceux qu'on juge laids ou de bâiller bouche grande ouverte de crainte qu'un esprit ne s'y glisse. Quand leur bébé vient au monde, elles s'abstiennent de lui couper les ongles ou les cheveux pendant des mois.
Et quand au bout de 40 jours, elles présentent leur bébé à leurs amis et parents, les mêmes femmes le pincent discrètement pour le faire pleurer. Une précaution contre le mauvais œil. Nous redoutons le bonheur, voyez-vous. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que dans l'air, dans les vents étésiens, un échange mystérieux est à l'œuvre, de sorte qu'à chaque parcelle de plaisir succède une parcelle de souffrance. À chaque éclat de rire, une larme prête à rouler, parce qu'ainsi va ce monde étrange. Et donc nous tentons de ne pas paraître trop heureux, même les jours où c'est le sentiment que nous éprouvons en notre fort intérieur. Grecs ou turcs, les enfants apprennent à manifester du respect s'ils voient un morceau de pain sur le pavé. Il est sacré, jusqu'à la moindre miette. Les gosses musulmans le ramassent et le posent contre leur front avec la révérence qu'ils mettent à baiser la main de leurs aînés pendant les jours saints de l'Aïd. Les gosses chrétiens le ramassent et font le signe de croix, se placent la main sur le cœur comme si c'était l'hostie de la communion faite de pure farine de blé et de 2 tranches, l'une pour le ciel, l'autre pour la terre. Les gestes, eux aussi, se reflètent comme dans le miroir d'une mare d'eau sombre. Alors que les religions se battent pour avoir le dernier mot, que les nationalismes enseignent un sentiment de supériorité et d'exclusivité, les superstitions des 2 côtés de la frontière coexistent en exceptionnelle harmonie. Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar. Denizledim usul usul, beni bu dertten kurtar. Gir içeri usul usul, beni bu dertten kurtar. Yabancısın bolalala, nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belki çok yorulur musun? Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat. Bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat. Hayat gece olsun derim, ben rüzgarım demeliyim. Rüzgarı anlat bana, senin gibi esmeyi. Hayat gece olsun derim, ben rüzgarım demeliyim. Rüzgarı anlat bana, senin gibi esmeyi. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat. Bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat. Merci beaucoup à Christian Fromentin. Alors, à la guitare et... Ah, j'ai pas de son, merci. Alors au début, j'étais au Kamanché. Je vous ai interprété une pièce de musique persane très ancienne. Ensuite, le saz, c'est l'instrument vraiment turc par excellence. Je vous ai interprété un air du XVIIIe siècle du poète Tabi qui écrivait beaucoup sur différentes thématiques, mais là, c'était une thématique plutôt soufie. Et le dernier chant est un chant très récent d'un groupe justement plutôt rock'n'roll d'Istanbul, qui parle de l'amour en des termes très poétiques et très très beaux. Voilà, merci. Merci à vous, Christian Fromentin. Merci, Constance Dolé, pour ces lectures. Un grand merci à...
à Patrice Hoffmann, qui est venu discuter avec nous aujourd'hui, à Valentine Léis pour sa traduction, à Nicolas Lafitte, qui a tout organisé, aux techniciens lumière et son, dont je n'ai pas les noms, de les beaux jours, mais que je remercie 1000 fois, aux photographes magnifiques qui, chaque année, nous laissent des souvenirs de ces rencontres. Et puis, merci beaucoup à vous, Elif Shafak, d'être venu dans ce petit coin de Méditerranée, partager ces moments avec nous. Merci. Merci à vous.